C'est toute une formation qui m'a vraiment aidée à faire mûrir ce projet et à sentir en moi une force qui grandissait pour me dire, bah oui, je sens qu'aujourd'hui, je suis capable maintenant d'accompagner des parents de la même manière que j'ai été accompagnée ou un peu différemment, mais pour faire vivre à d'autres parents l'accompagnement que moi, je suis allée chercher auprès de différentes structures associatives et tout. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix le podcast, c'est parti ! Mon amie Sophie me rappelle souvent, allez savoir pourquoi, que Freud disait que 3 métiers sont impossibles. Gouverner, analyser et éduquer. Eh bien, c'est d'éducation dont nous allons parler aujourd'hui sur La Petite Voix. Corinne Prézélus est consultante en parentalité positive et créative. Avec elle, on comprend combien être parent n'est pas inné et nécessite un accompagnement. Elle le sait puisqu'elle en a elle-même bénéficié dès la naissance de son premier enfant, que ce soit à travers des groupes de parole de parents ou des échanges avec des associations spécialisées comme la Lecce League. Bienvenue dans un épisode tout en douceur et en bienveillance. Avec Corinne, nous parlons du goût du voyage et de la transmission, du rôle de parents-chercheurs et de l'importance d'écouter les besoins de nos enfants, mais aussi les nôtres d'adultes. Bonjour Corinne et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline. Bon, je suis ravie de te recevoir parce qu'ensemble on va parler de parentalité. C'était un sujet dont je voulais parler depuis un moment. Avant qu'on se lance dans le sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Je m'appelle Corinne Prézélus, je suis consultante en parentalité créative et positive et je vis sur Nantes. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est vraiment un sujet qui m'a été souvent demandé d'ailleurs par les auditeurs et auditrices de La Petite Voix parce que j'imagine qu'en tant que parent, et moi je suis maman donc je sais de quoi je parle, parfois franchement on galère, hein, on peut le dire. Oui, complètement. Passer les « Ah, félicitations, vous êtes enceinte, c'est génial !» On se rend compte qu'il y a un autre versant et que ça peut être beaucoup plus compliqué. Avant qu'on se lance sur la parentalité positive, bienveillante, créative, on va parler de toi et de ton parcours. Et moi, ça m'intéresse de comprendre qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet-là. Est-ce que, enfant, tu étais toi-même déjà attirée par ça ? Est-ce que tu te voyais maman ? Tu avais très envie de ça ? Tu avais plein de poupons dans ta chambre et tout ça ? Non, pas spécialement. J'aimais pas spécialement jouer à la poupée, à la limite au Barbie, mais j'étais pas très maternante dans mes jeux et je rêvais pas d'avoir des enfants. Donc c'est venu assez tard tout ça. Enfin, j'ai cheminé dans ma vie et j'ai eu mes enfants à partir de 33 ans. Mais avant, c'était vraiment pas du tout un rêve, quoi. J'ai vraiment plus axé mon développement, mais j'ai vraiment plus eu envie d'abord de voyager, de vivre à l'étranger. Et c'est sur le tard, du coup, une fois que j'ai rencontré du coup mon conjoint et le papa de mes enfants, que lui avait très envie d'avoir des enfants, que cette envie d'avoir des enfants est enfin née en moi. Mais c'est venu assez tard. Alors, on va reprendre par étapes. Donc, tu étais une enfant, comme tu dis, pas maternante. Tu n'étais pas dans ce truc de te voir avec des enfants, une grande famille, etc. Ton truc à l'époque, enfant ou ado, c'était les voyages. Tu avais envie d'aventure. Oui, j'adorais les langues. J'avais envie de voyager, de rencontrer d'autres personnes, de parler anglais, de découvrir le monde, mais pas spécialement de nourrir une vie de famille
de me marier, d'avoir des enfants. C'était pas dans mes projets de vie à 20 ans, quoi. Donc, du coup, tu es partie sur la route. Comment c'était avec le sac à dos sur les épaules? Un petit peu. C'était dans le cadre de mes études de langue anglaise. J'ai pu passer 2 ans en faisant des échanges en fait universitaires. Donc j'ai fait l'équivalent de ma maîtrise d'anglais là-bas. Après j'étais assistante de langue une 2e année aux États-Unis. Après j'ai eu envie de poursuivre, donc je suis partie 6 mois en Espagne pour apprendre l'espagnol et puis à nouveau rencontrer d'autres personnes. Et après, je me suis posée plus sur Paris. J'ai terminé mes études et commencé à travailler, mais dans un domaine, enfin dans la traduction et dans l'informatique. Donc à la fois le côté traduction, c'était le côté linguistique qui me correspondait, la communication, et à la fois le côté informatique me convenait pas du tout. Donc j'ai eu la chance après qu'on parte vivre en Belgique avec mon conjoint. Lui, c'était pour une mutation professionnelle. Et du coup, là-bas, j'ai pu me dire, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'adore les langues, mais le côté informatique, ça passe pas. Et là, j'ai pu travailler dans une librairie anglaise et puis renouer avec ce que j'avais découvert quand j'avais vécu au Bénin pendant 3 mois. C'était donner des cours d'alphabétisation et de français langue étrangère. Donc, ça renouait avec mon envie de transmettre et de partager les langues, même si là... l'anglais c'était pas l'anglais en premier, même si voilà, j'avais les deux en fait. J'étais à la fois libraire de cet espace anglais et formatrice en français langue étrangère et alphabétisation. C'est intéressant là, ce dont tu parles. Tu étais aussi animée d'un besoin de transmission. Tu le sentais depuis longtemps ou... Je le sentais pas forcément, mais je le vivais, je le constatais en me disant que c'est ce qui me plaît, c'est d'être en contact avec les gens. Et notamment avec le public dans le cadre de l'alphabétisation des adultes peu ou pas scolarisés. Donc, ils ont un autre fonctionnement, une autre manière d'apprendre. Et j'aimais beaucoup cette relation proche et intense qu'il y avait avec eux pour les accompagner dans l'apprentissage de la langue française, quoi. C'était le contact avec les gens qui me plaisait, quoi. Donc là, tu te disais quoi, que tu avais trouvé ta place, que tu étais alignée, plus que quand tu avais à travailler sur des sujets IT, ou est-ce que quand même tu te cherchais encore un petit peu? J'étais à la fois alignée, à la fois, je continuais à me chercher, à tâtonner, à réfléchir, à me dire, bah voilà, à la fois ça me plaît et à la fois je suis partagée du coup entre... Du coup, j'avais vraiment deux postes, hein, en tant que formatrice de français langue étrangère, alphabétisation, et ce poste de libraire dans l'espace anglais. Donc, j'étais partagée entre les deux. J'avais des besoins satisfaits dans les deux activités, mais voilà, c'était encore un peu tâtonnant. Donc, c'est ce que j'ai fait quand même quand je suis rentrée en France pendant 2 ans. Mais après, je suis surtout tombée enceinte. Et là, c'est une autre histoire qui a commencé. Ouais, complètement. C'était en 2012 et... je entends le slogan de campagne de François Hollande qui disait « Le changement, c'est maintenant ». Ah, en effet. Et 2012, oui, ça a marqué beaucoup de changements. Du coup, je suis devenue maman. On a quitté la région parisienne. On est venu s'installer sur Nantes. J'ai eu mon premier petit bout dans les bras. Et en plus, mon conjoint a quitté aussi le monde informatique pour reprendre une reconversion professionnelle et devenir infirmier en intégrant l'école d'infirmier à Nantes. Ok, donc là, une grosse année pour vous, pour toi, un gros changement. Enfin, on va en reparler, mais devenir parent, c'est quand même une sacrée étape dans la vie. Comment ça s'est passé pour toi, Corinne? Je me suis complètement plongée à 200% dans la maternité parce que du coup, ayant déménagé, j'avais pas un employeur qui m'attendait au bout du 2 mois et demi de congé maternité. Et puis, j'avais mon conjoint en études d'infirmier, donc qui n'était pas hyper dispo. Donc, je me suis vraiment plongée corps et âme dans prendre soin de ce petit bébé qui était arrivé. Et je me suis beaucoup ressourcée grâce à plusieurs associations sur Nantes, hein, pour rencontrer d'autres parents. En premier, ça a été la Lecce League avec l'allaitement. Et du coup, grâce à la Lecce League, c'était des réunions mensuelles et ça m'a vraiment permis de mettre le pied à l'étrier, de découvrir toute cette parentalité proximale, de découvrir le portage et tout ce qui va derrière cette maternité proximale. Et j'ai aussi du coup pris goût ou découvert les bienfaits des cercles de parole, de rencontrer d'autres parents, d'être avec d'autres parents qui étaient dans les mêmes problématiques que moi, et donc de pouvoir échanger avec d'autres parents. Ça a vraiment été une révélation et une source de soutien géniale. C'est rigolo parce que là, tu parles de révélation et c'est un peu ce que j'entends
ce qui s'est passé le jour où tu es devenue maman. Tu nous l'as dit tout à l'heure, tu n'étais pas particulièrement intéressée par la maternité quand tu étais plus jeune. Est-ce que, en revanche, quand tu as eu ce désir de maternité, ça t'a tout de suite animée très fort? Oui, ça m'a tout de suite animée très fort, justement grâce à l'allaitement. Je n'avais pas non plus un projet très précis. Je me disais, bon, l'allaitement, j'essaierai, on verra comment ça se passe. C'était pas une détermination forte que j'avais. Mais du coup, le fait que l'allaitement se passe bien, je trouvais que ça simplifiait la vie, mais tellement par rapport à une gestion de biberon. Enfin, je sais pas, j'ai jamais donné un seul biberon du coup à, à mes enfants, donc c'est juste une représentation que j'ai. C'est vraiment ça qui m'a permis d'aimer le fait d'être maman. Moi, ce que j'essaye de comprendre depuis tout à l'heure, c'est à quel moment s'est faite la révélation. Est-ce que dès que tu as été enceinte, tu t'es dit, mais là, je suis en train de vivre le rôle de ma vie et c'est génial? Ou est-ce que c'était cool, mais voilà, et c'est en revanche quand tu as eu ce bébé dans les bras, et là, il s'est passé un déclic, un truc incroyable? J'ai eu la chance de bien vivre et la grossesse et l'accouchement et les premiers temps avec l'allaitement qui s'est mis en place de manière fluide. Et après, c'est venu petit à petit avec ces rencontres, principalement avec la Lecce League et puis l'association, le Café des enfants à l'abordage, où j'ai fait plein de belles rencontres et j'ai commencé à me plonger dans tout ce qui est littérature autour justement de la psychologie positive, du développement de l'enfant. Ce qui est amusant quand je t'écoute, c'est que j'ai l'impression que c'est l'allaitement qui t'a mis un plein pied dans la maternité, et pas n'importe quelle maternité, mais cette maternité bienveillante là dont on va parler. Ça a été vraiment pour toi la porte d'entrée qui t'a ouvert les portes et l'intérêt à ces questions-là. Oui, complètement. C'est vraiment l'allaitement qui, évidemment, induit naturellement une proximité physique et induit d'être à l'écoute de son enfant, d'être proche de lui déjà physiquement, que ce soit avec le portage ou avec l'allaitement. Donc en fait, tu arrivais à être disponible pour lui, pour le voir évoluer. Alors là, on voit combien ça a été merveilleux pour toi, l'arrivée de ce premier bébé. Mais en vrai, parfois, c'est hyper dur, on est d'accord? Oui, 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 c'est clair. J'ai eu la chance de vivre plein de choses de manière assez simple et fluide. Et en même temps, c'est clair que je revois des nuits justement où l'enfant se réveille pour la 5e fois, que voilà, mon conjoint essayait d'être présent un maximum. Il était heureux d'être papa aussi. Et en même temps, il était pas très disponible. Et on ne sait pas forcément comment faire. On se sent démuni ou on ne sait pas comment l'aider. Du coup, on peut se sentir aussi incompétent, de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Il a tété, je l'ai changé. Qu'est-ce qu'il a? Je ne le comprends pas. C'est bien d'être lucide aussi et de dire c'est pas toujours rose. Et en même temps, je me dis le fait d'être beaucoup avec lui, ça m'a vraiment permis d'essayer de l'accompagner au mieux, à la fois dans les moments agréables et à la fois dans les moments désagréables, pour être présente. Là, oui, il est en train de vivre des émotions difficiles. C'est pas agréable pour moi non plus. Et en même temps, je sais que voilà, lui, il fait ce qu'il peut aussi avec son cerveau immature. Toutes ces lectures, ça m'a vraiment permis de mieux comprendre l'enfant, de mieux comprendre comment il se développe et de savoir que des fois, c'est pas que l'enfant il veut pas, mais c'est qu'il peut pas. Ce que j'aime, c'est ce côté d'être parent chercheur en fait, d'essayer de comprendre au mieux mon enfant, sachant que bon, je dois aussi accepter des fois de pas comprendre. C'est pas toujours évident de savoir. C'est là où c'est super bénéfique d'avoir autour de soi en tant que parent un groupe de soutien ou des personnes de confiance à qui on peut parler et dire mais là j'en peux plus, je suis épuisée, j'ai pas pris ma douche depuis ce matin. Et il passe la journée au bras, je peux pas le poser, il se met à pleurer. C'est dur et ça fait du bien d'avoir des espaces de parole où on peut dire aux autres sans être jugé. C'est intéressant, en fait, tu dis, c'est vraiment dans l'entraide entre parents que tu as trouvé des clés du soutien, du soulagement. Est-ce que toi, tu étais déjà habituée à participer hors parentalité, mais à des cercles de parole ou des choses comme ça, ou tu l'as découvert aussi avec la parentalité? J'avais jamais participé spécialement à des cercles de parole. J'ai vraiment découvert ça avec la maternité, avec les réunions de la Lecce League, avec des ateliers aussi d'éveil musical auxquels j'ai pu participer. C'est important ce que tu dis parce que, alors là, moi je te parle d'expérience de maman, mais c'est vrai que quand les enfants sont tout petits, quand ils sont encore bébés,
passer des journées entières avec eux. Alors à la fois c'est génial et en même temps c'est rude. On a besoin de ces contacts-là avec d'autres adultes, même sans parler de leurs conseils, mais juste d'adulte à adulte, quoi. Oui, complètement. D'avoir une conversation avec des vrais mots, des vraies phrases. Oui, je te dis, c'était un de mes principes de base, quoi. Je sors une fois par jour, peu importe le temps. Ça peut faire du bien, avoir, voilà, pas être que 200% non plus sur cet enfant et penser à mes besoins aussi de socialisation, d'échange avec des adultes. Effectivement, ça compte aussi. Et du coup, là, on n'en parle pas parce qu'on voit combien tu étais épanouie dans ce rôle de maman et de recherche pour toi et pour ton enfant, être bien les deux. Mais donc, ton projet pro, à ce moment-là, il est complètement mis entre parenthèses? Complètement. Comme j'avais démissionné du coup de la région parisienne, c'est vrai que j'étais contente de pas avoir d'employeur qui me mettait la pression. Bon, j'avoue que j'ai cherché un petit peu du travail quand même, dans les grandes lignes. Et en même temps, je me revois postuler à un poste de formatrice en français langue étrangère. On était le vendredi, j'ai fait l'entretien, il fallait commencer le lundi à temps plein. Et j'avais mon petit bout qui avait 6 mois et je me disais, mais non, c'est juste pas possible. Donc, ça s'est vraiment imposé à moi de me dire, mais non, c'est plus possible là, le travail ou pas comme avant, en effet. Des horaires, voilà, lundi, vendredi, 9h, 18h, non, c'est juste plus possible. Mais oui, en effet, j'ai mis ma carrière professionnelle entre parenthèses et comme bah, voilà, je tâtonnais un peu encore pour me dire est-ce que je poursuis en tant que formatrice en français langue étrangère. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'offres ou c'est des temps pleins, ça ne me convient pas. Et après, du coup, ma fille est arrivée un peu avant les 3 ans de mon grand. Et donc là, j'ai poursuivi du coup le congé maternité, le congé parental, qui à ce moment-là était plus que jusqu'aux 2 ans de l'enfant. De 2012 à 2017, pendant ces 5 ans-là, je me suis vraiment dédiée à 200% à mes enfants. On parle de cette parentalité dans laquelle tu t'épanouis, mais pour l'instant, tu n'évoques pas encore le fait d'en faire ton métier. À quel moment la graine va être semée et comment tout ça va germer dans ton esprit? C'est venu aussi au fur et à mesure, au fil des lectures, des ateliers, des conférences auxquelles j'ai pu participer. C'est venu aussi avec des formations que j'ai pu faire sur Nantes avec Agnès Dutheil, qui a été vraiment une pionnière dans la parentalité positive sur Nantes. Et après, du coup, je me suis rapprochée aussi je disais, toutes les lectures d'Isabelle Filiosa, de Catherine Dumonteil-Crémer, et j'ai commencé à animer moi-même des cercles de parole pour les parents qui s'appellent des PEPS Café. C'est basé sur le magazine de parentalité positive, le magazine PEPS, qui a été créé par Catherine Dumonteil-Crémer en 2012. Et du coup, pendant 2 ans, j'ai animé régulièrement des PEPS Café au Café des enfants à l'abordage. Et c'est ça qui a commencé à me mettre, à me donner le goût de ce métier-là, même si j'imaginais pas encore en faire un métier à ce moment-là. Après, ça a été une autre rencontre avec une autre association, une amie et thérapeute qui a monté une association qui s'appelle Petite Graine pour grandir. Elle porte bien son nom. Et du coup, avec elle, je l'ai rencontrée au Café des enfants à l'abordage. Et avec elle, j'ai pu commencer à animer d'autres ateliers, des ateliers parents-enfants, autour des émotions, autour du jeu et autour du lien parent-enfant. Donc ça a été la suite du coup, et c'est elle d'ailleurs qui a planté cette petite graine à un moment en disant mais je te verrais bien continuer dans ce métier-là. Et moi je l'imaginais pas forcément encore à ce moment-là. J'avais le sentiment de manquer de légitimité. Il me manquait encore quelque chose à ce moment-là. J'ai fait aussi une initiation à la communication non violente de Marshall Rosenberg. Ça va vraiment aussi dans toute cette parentalité. Donc, ça a été aussi une étape super intéressante. Et après, du coup, je me suis tournée vers une formation longue. Et c'est vraiment cette formation qui m'a donné ce sentiment de légitimité avec Catherine Dumonteil-Crémer qui a proposé cette formation sur 2 ans pour devenir consultant en parentalité créative. Donc, ça s'est fait petit à petit. Et cette formation de 2 ans a vraiment le mérite d'être beaucoup basée sur l'expérience, sur à nouveau l'échange avec d'autres parents. On était une promo de 20 et on a tissé des liens très forts entre nous. Et c'est tout un cheminement quoi, pour intégrer des aspects théoriques et aussi mettre en pratique surtout ce qu'on apprend, et essentiellement basé autour de l'écoute, d'apprendre à écouter activement, qui est une méthode de communication qui date des années 60-70 aux États-Unis, avec des psychologues comme Carl Rogers qui l'ont mise en place. C'est toute une formation qui m'a vraiment aidée à
à mûrir, à faire mûrir ce projet et à sentir en moi une force qui grandissait pour me dire, bah oui, je sens qu'aujourd'hui, je suis capable maintenant d'accompagner des parents de la même manière que j'ai été accompagnée ou un peu différemment, mais pour faire vivre à d'autres parents l'accompagnement que moi, je suis allée chercher auprès de différentes structures associatives et tout. Et ce qui est amusant, c'est que là, tu boucles un peu la boucle, puisque tu parlais en début d'entretien de ton goût pour la transmission. Et là, du coup, tu transmets et autour d'un sujet qui te passionne. Oui, j'étais pas spécialement passionnée avant, mais j'ai vraiment découvert ce que ça pouvait vouloir dire d'être passionnée. Et c'est un cheminement qui s'est imposé à moi et que j'ai imposé à ma famille, mais pour le bien-être des enfants et mon bien-être aussi, quoi. Et aujourd'hui, avec ta casquette donc de consultante en parentalité créative, tu me disais quand on préparait l'entretien que toi, vraiment, ce qui t'anime beaucoup, c'est travailler en groupe plutôt qu'en individuel. C'est ce que tu aimes. Pour le moment, oui. C'est pour, je pense, reproduire tous les bienfaits qu'il y a dans un groupe de parole, dans un cercle de parents. Quand la sécurité affective est installée, quand la confiance est installée, il y a vraiment des beaux échanges et tellement de soutien qui émergent dans cette dynamique de groupe que pour le moment, c'est ce que je préfère faire, en effet, c'est animer des ateliers de parents. Et notamment, Catherine Dumonteil-Crémer a créé un cycle de 8 ateliers qui s'appelle Vivre et grandir ensemble et qui est vraiment une aventure géniale à vivre en tant que parent et en tant qu'animatrice pour vraiment prendre le temps de cheminer, d'avoir le temps d'accompagner des parents. C'est 8 ateliers qui ont chacun une thématique bien particulière. C'est tout un cheminement progressif. Et du coup, ça s'étale sur en général 3-4 mois. À la fois, c'est des outils simples qui sont faciles à mettre en place et à la fois, ça demande une pratique. C'est comme un muscle qu'on a besoin d'entraîner régulièrement. C'est comme une langue étrangère aussi qu'on apprend. Au début, on tâtonne ou on se sent pas forcément adroit. Et petit à petit, plus on la pratique et plus on constate que waouh, ça peut vraiment ouvrir des portes de compréhension super de mettre en place cette écoute active avec les enfants. Et enfin, même pas que avec les enfants, avec son entourage aussi. Ça travaille la relation en fait à l'autre. Donc c'est pas seulement avec les enfants, c'est aussi avec d'autres personnes. Merci déjà parce qu'on voit comme tu as cheminé, en fait tu as grandi avec tes enfants, donc c'est très joli. Si on en vient maintenant vraiment à ton métier, au cœur de ce qui t'anime, comment tu pourrais définir cette parentalité créative ? Déjà, j'ai mis un petit temps à m'habituer au terme de parentalité créative. Je pense que ça interpelle un peu tout le monde au début, même si après coup, j'aime beaucoup ce terme et il a le mérite de permettre de sortir de la parentalité positive à laquelle on oppose facilement évidemment une parentalité qui serait négative. Et du coup, cette parentalité créative, c'est vraiment l'idée de créer, que chacun crée sa parentalité suivant son parcours de vie, suivant son histoire aujourd'hui, suivant sa famille, suivant ses valeurs. Donc, c'est vraiment à chacun de créer sa parentalité. Donc, la manière dont on accompagne, c'est pas, on va pas fournir des solutions clés en main. Il y a pas de baguette magique, ça marche pas à tous les coups. Du coup, l'idée, c'est plus d'accompagner les parents, de les initier en fait à des prises de conscience, de les écouter en premier et de les accompagner pour qu'ils aient un espace d'écoute, de compréhension et qu'eux-mêmes cheminent et trouvent leurs propres solutions, les solutions qui vont leur convenir suivant leur vie de famille aujourd'hui. Voilà, prennent conscience de certaines choses, qui puissent se dire par exemple ah oui, mais quand je réagis comme ça, en fait, c'est parce que quand moi j'étais petit, ma mère me disait tout le temps ça. Donc oui, dès qu'on sort dehors et qu'il fait froid, je veux que mon enfant il mette son manteau. Et voilà, c'est comme ça. Et en même temps, là, on se pose, on se dit, est-ce que ça répond bien aux besoins de l'enfant et à ce qu'il fait à ce moment-là. Enfin, l'enfant au parc notamment, il va tout le temps être en train de sauter, courir, monter, grimper. Donc et si on se mettait à sa place 5 minutes, on se dit, bah oui, peut-être que lui, il a chaud. Est-ce que ça peut être OK pour toi de te dire, bah oui, moi j'ai froid, je suis assis sur le banc, on est au mois de novembre. Mais lui, peut-être il a chaud. Et est-ce que c'est OK pour toi de lâcher prise et de dire, bah oui, tu lui dis simplement, bah, il y a ton manteau ici, quand tu auras froid, tu pourras le mettre. Et de laisser l'enfant expérimenter aussi. Je me dis, en fait, il y a toute une histoire de déconditionnement et de lâcher prise. Parce que typiquement, l'exemple que tu me donnes du manteau au parc, en réalité, on s'en fout. Enfin, mais c'est vrai qu'en tant que parent, parfois, on va s'accrocher à ce genre de choses qui, sur le moment, nous semblent hyper importantes.
Et tu vois, là, je t'écoute, je me dis, bah ouais, effectivement. Et donc, il y a vraiment et le déconditionnement et le lâcher-prise. Est-ce que c'est vraiment les deux grandes vertus de la parentalité créative? C'est deux clés super importantes. Après, c'est pas les seules. Euh, mais oui, en effet, cette prise de recul, de se dire, voilà, c'est comment pour mon enfant aujourd'hui et c'était comment pour moi quand j'étais petit. Et de prendre ce temps de recul, d'aller voir son enfant intérieur, d'aller prendre conscience déjà qu'il est là, qu'il a vécu des choses et qu'il a intériorisé des modes de fonctionnement. C'est vraiment essentiel, en effet, pour mieux comprendre comment on agit, nous, en tant que parents, et pour mieux comprendre son enfant. Et le lâcher-prise, oui, alors sans que ce soit le tort qui est souvent, ou schématiquement, la parentalité positive, quand les gens ne connaissent pas assez, ils voient ça facilement comme du laxisme, simplement, avec justement trop de lâcher-prise. Et donc, c'est pas une parentalité laxiste. C'est en effet pas une parentalité autoritaire, mais c'est pas non plus une parentalité laxiste. C'est vraiment une troisième voie pour en fait prendre en compte les besoins de l'enfant et les besoins du parent. Donc, c'est vraiment une relation donnant-donnant, gagnant-gagnant, dans les deux sens qu'on recherche pour mieux comprendre les besoins de l'enfant, mais aussi prendre soin de nos propres besoins en tant que parents. Tu disais effectivement le lâcher-prise, le déconditionnement, ça fait partie des valeurs importantes de la parentalité créative. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres et je serais curieuse de les entendre. Mais je pensais principalement au pilier de cette parentalité qui est l'écoute. Comme je disais tout à l'heure, le fait de réussir à écouter les enfants. Et comme je disais aussi, on leur demande souvent de nous écouter, mais est-ce que nous, on est capable de les écouter? Et donc, c'est toute une prise de conscience, toute une prise de recul, de se dire, bah oui, en fait, j'ai mes fonctionnements, j'ai souvent envie d'imposer des choses à mon enfant, je veux qu'il obéisse. Et en même temps, l'enfant, il a besoin d'une part de pouvoir personnel pour être acteur aussi de sa vie à la hauteur de ses quelques années. Après, un autre pilier, c'est comprendre les besoins de l'enfant et les besoins du parent, toujours. C'est vraiment un axe aussi primordial pour aller dans cette parentalité, qui est une parentalité qui cherche à être joyeuse, aimante et qui cherche à comprendre les besoins des uns et des autres. Après, il y a un autre pilier qui est vraiment tout ce qui est autour du ludique, le jeu dans la parentalité. C'est vraiment une manière de rentrer déjà dans le monde de l'enfant. Donc, quand nous, parents, on réussit à prendre conscience justement de l'importance du jeu, ça peut vraiment aider beaucoup dans la parentalité pour dénouer des situations compliquées. Je repense à une maman qui me racontait que sa grande, entre guillemets, de 4 ans, voulait pas se laver les dents un soir et qu'elle sentait que le papa commençait à perdre patience et que ça allait vers un rapport de force qu'allait être bon ni pour le papa ni pour la petite fille. Et elle était un peu en retrait, elle était en train d'allaiter la petite deuxième, et du coup le fait d'avoir ce recul justement, ça lui a permis de ne pas être envenimée par la situation de colère là, qui commençait à monter entre les arguments du papa, s'il faut te laver les dents, blablabla, et la petite fille, non, je ne veux pas me laver les dents. Et du coup, elle a réussi à arriver avec une solution créative et ludique. Elle a personnifié la brosse à dents. On en avait parlé dans un atelier juste avant. Donc, elle avait beaucoup pensé à moi à ce moment-là, et elle a pris une petite voix comme si la brosse à dents était une petite poupée, genre « Bonjour, je suis une brosse à dents, je cherche à me laver les dents, mais je ne vois pas la petite fille qui… » Et du coup, ça a complètement fait tomber la pression. Le papa s'est dit « Ok, je laisse la maman gérer, elle a une solution à proposer. » Et la petite fille, elle est rentrée dans le jeu tout de suite à répondre à la petite brosse à dents qui prenait une petite voix. Et du coup, voilà, ça a complètement dénoué la tension. Et donc, tout le côté jeu, alors avec lequel on n'est pas toujours à l'aise en tant qu'adulte. Des fois, on se dit « Bah non, mais les adultes, ils doivent être sérieux. C'est pas à eux de jouer. » Et en même temps, voilà, quand on réussit à mettre de côté le sérieux que peut imposer parfois la vie d'adulte et qu'on réussit à renouer du coup avec des moments de jeu, ça peut vraiment alléger plein de situations compliquées au quotidien, et c'est vraiment se connecter à l'enfant, quoi. C'est vraiment rentrer dans son monde et mieux le comprendre. Et quand il se sent écouté, forcément, ça l'encourage aussi, lui, à plus écouter le parent et à être plus coopératif dans le quotidien, quoi.
C'est sûr qu'il y a forcément des moments où c'est compliqué et des moments où on craque et on se met à crier. C'est naturel aussi parce qu'on est humain. Donc, c'est vraiment à nouveau un travail sur soi à faire pour se dire, OK, là, je sens que je suis à deux doigts de hurler, j'en peux plus. J'ai juste envie de le jeter par la fenêtre. Donc, qu'est-ce que je fais? Et ça, justement, c'est en ayant posé des mots déjà sur ces moments difficiles, en ayant pu en parler avec d'autres parents, d'avoir pu être écoutés, nous, dans nos difficultés de parents, qu'on peut trouver des manières qui vont nous convenir, de se dire, bon, écoute, là, j'en peux plus. Et une technique que j'utilise, ça peut être de m'isoler, moi, de dire, bon, là, j'en peux plus, je vais faire un tour dans le jardin, regarder la nature, ça peut faire du bien, se reconnecter aux éléments, boire un verre d'eau, prendre une balle anti-stress ou même lancer un ballon ou un truc pour faire sortir cette colère qui est là, qui monte. Je me souviens d'un autre exemple, c'était la personne se regardait dans un miroir en fait. Et quand on se voit dans un miroir, c'est juste immédiat. Souvent, on n'a pas la tête qu'on aime avoir. Et du coup, ça fait redescendre en nous cette tension. Et voilà, c'est une manière de se dire, OK, comment je peux faire autrement que de hurler sur mon enfant? Mais voilà, à nous adultes, avec notre cerveau mature, de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour faire redescendre la pression? Est-ce que tu sais à quel âge Tiens, c'est moi qui pose une question. Est-ce que tu sais à quel âge le cerveau est mature, hein? Parce que ça, c'est une information qui est juste waouh. Est-ce que tu as une idée? Je n'en ai aucune idée. Un ordre d'idée? Non. Tu sais quoi, je vais te dire 7 ans parce que c'est l'âge de raison. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec ça? C'est un stade particulier, en effet, où le cerveau commence à maturer. Mais après, il est complètement mature vers 20 à 25 ans. Donc, de savoir ça permet vraiment de relativiser et de se dire, ah ouais, en fait, voilà, mon enfant, c'est pas qu'il veut pas, là, c'est qu'il peut pas faire autrement. Ça permet vraiment de mieux comprendre son enfant, de se dire, voilà, là, il n'est pas en train de me faire vivre un moment difficile, c'est que lui-même, il est en train de vivre un moment difficile. Donc, comment moi, adulte, qui ai un cerveau mature, je peux l'accompagner pour traverser ce moment difficile. Quand je t'écoute, j'ai envie d'être une maman hyper créative, sauf qu'il y a la vraie vie, et on sait que c'est compliqué. Comment tu te positionnes, toi, par rapport à ça? Je me dis, c'est là où c'est juste essentiel d'être accompagné, de pas être seul. Et c'est en ça que ce métier de consultant en parentalité a toute sa place. C'est un nouveau métier qui n'est pas encore connu. Et en même temps, c'est vraiment un nouveau maillon dans la relation parent-enfant, pour justement que tous les parents, pas seulement des parents qui auraient plus des besoins médicaux aussi, ou avec des pathologies où il y aurait plus besoin d'être suivi sur un côté médical. Là, non, on est sur un côté relationnel, relation parent-enfant. Et on a tous besoin d'être accompagnés, en effet. Ça fait vraiment un bien fou de se dire que on n'est pas seul à galérer. On entend souvent la culpabilité. Alors, et en même temps, je me dis, elle peut être saine aussi, la culpabilité. Et elle peut nous aider à mettre le doigt sur se dire, oui, là, j'ai besoin d'une tierce personne pour en effet être accompagnée et savoir comment me dépatouiller de ça. Et je pensais aussi à un sujet qui est super d'actualité, dont on entend beaucoup parler, c'est le burn-out maternel. Et ça, je me dis, en effet, il y a toute cette parentalité où on se dit on veut bien faire, on veut faire le maximum, et en même temps, c'est pas ce que prône la parentalité créative, c'est que quand on fait trop, du coup, moi-même aussi, je revois une amie et thérapeute qui avait mis le doigt à un moment en disant, mais t'en fais presque trop pour tes enfants. Et ça m'a fait tilt de me dire, oui, et à quel moment aussi est-ce que je prends soin de moi? Et c'est là où c'est vraiment prendre en compte les besoins de l'enfant, oui, mais aussi nos propres besoins. Et nos enfants, justement, quelque part, ils vont nous aider à mettre le doigt sur des choses défaillantes chez nous, des points compliqués qui requièrent de l'attention, qui requièrent de l'accompagnement pour aller travailler sur nous et pour aller prendre conscience de nos besoins et savoir à quel moment on pose nos limites aussi, quoi.
Donc c'est tout un besoin, je trouve, d'accompagnement avec l'idée de démocratiser justement l'accompagnement. C'est pas que des familles à difficulté qui ont besoin d'être accompagnées, c'est tous les parents parce que c'est pas simple aujourd'hui d'être parent, surtout aujourd'hui, je me dis au 21e siècle, à l'heure de ce monde chaotique. On est en pleine transition éducative, justement, au-delà de la transition écologique et de plein de transitions en cours. Mais voilà, il y a plein de repères qu'il y avait avant qui ont volé en éclats. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, tout parent a besoin d'être accompagné. On est parachuté dans ce rôle et avec l'idée de nos parents ou grands-parents de se dire, voilà, on apprend sur le tas, ça vient comme ça. Et en même temps, non, si on veut justement avoir une parentalité consciente et se dire, voilà, qu'est-ce que je transmets à mes enfants, quels adultes je laisse aussi pour le monde de demain, dans cette période si compliquée aujourd'hui. Et c'est là où oui, il y a vraiment besoin de prendre un temps, de se poser et d'être accompagné pour que chacun chemine, pour que chacun soit conscient de ce qu'il laisse à ses enfants, quoi. Je repense à une phrase qui dit, voilà, on ne naît pas parent, on le devient. C'est vraiment tout un cheminement, c'est pas évident. Comme tu le sais, moi j'aime bien terminer les entretiens de la petite voix avec des questions traditionnelles. Et alors, la première, j'aimerais savoir si toi, Corinne, tu écoutes ta petite voix. J'apprends à le faire. J'ai d'abord eu besoin de prendre conscience qu'elle était là. J'ai d'abord eu à apprendre à l'entendre, à me dire, ah oui, cette petite voix-là, c'est pas juste n'importe quoi. Donc j'apprends de plus en plus à le faire et à l'écouter et à lui faire confiance aussi, à sentir qu'elle est bienveillante et qu'elle me sert de guide ou de boussole pour savoir si je vais dans une direction qui est OK ou pas OK, quoi. Donc j'apprends chaque jour. Et est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué et que tu aimerais partager avec nous? Il y en a plein, c'est dur, mais je me dis mon gros coup de cœur de ces derniers temps, c'est une bande dessinée par Art Mella. Je ne sais pas si tu connais Art Mella, qui s'appelle Les émotions. Ça se décline en 3 tomes. Maintenant, il y a 3 tomes. Et je trouve qu'elle a vraiment un talent génialissime pour représenter sous forme de dessin et sous forme d'une petite histoire rigolote où il y a Rator, c'est un petit rat qui s'énerve après son colocataire parce qu'il a laissé sa chaussette sale traîner sur le canapé. Et du coup, elle part d'une situation anodine et en même temps qui parle à tout le monde. Et elle va décrypter justement tout ce qui se passe au niveau des émotions pour comprendre, mais cette colère, elle vient d'où? Qu'est-ce qu'il y a comme besoin derrière et tout? Et je trouve que c'est vraiment mettre en lumière de manière limpide, simple et parlante toute cette complexité autour des émotions notamment, quoi. Ok, merci pour le conseil. Et est-ce que tu as un rituel bien-être? J'en ai plusieurs qui varient, je me dis, suivant les périodes, suivant le temps qu'on a ou pas, le matin aussi. J'aime bien faire une salutation au soleil, un petit rituel de posture de yoga qui s'enchaîne rapidement. Et j'aime bien quand ma fille me rejoint pour me monter sur le dos quand je fais la position du chat qui s'étire. Donc ça, c'est un petit rituel que j'essaye de faire un maximum au quotidien et qui me fait du bien pour commencer la journée en prenant ce petit temps pour moi. Génial. Et pour terminer, Corinne, est-ce que tu es heureuse? Oui, je pense que j'y travaille aussi au quotidien. Et je me dis, c'est avec tout ce cheminement, je me dis qu'aujourd'hui, je suis heureuse d'être là où je suis maintenant, avec toi en plus, ce matin. Et que c'est tous ces petits bonheurs quotidiens qui font que oui, je m'estime heureuse et je me sens heureuse dans ma vie. Écoute Corinne, merci beaucoup d'avoir partagé sur ton parcours, sur cette approche finalement assez nouvelle de la parentalité. Merci beaucoup et à bientôt puisqu'on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup à toi. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions
de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.